Benjamin Glaise. Sud Radio, parlons vrai avec mon invité politique ce matin, Benjamin Lucas, député des Yvelines, porte-parole du groupe écologiste et social, coordinateur national du mouvement du parti Génération. Benjamin Lucas, bonjour. Bonjour à vous. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. C'est une première dans la 5e République. Une pétition a franchi la barre du million de signatures. Elle demande l'abrogation de la loi Duplon qui vise à lever les contraintes à l'exercice du métier de l'agriculteur. Le texte a été définitivement adopté par les parlementaires il y a 2 semaines. Il prévoit notamment la réintroduction d'un pesticide, l'acétamipride. Est-ce que vous avez signé vous-même cette pétition ? Oui, j'ai signé et je me réjouis du succès inédit historique qu'elle rencontre. Est-ce que vous demandez ce matin à Emmanuel Macron de ne pas promulguer cette loi ? Oui, ce serait le plus simple aujourd'hui que le président de la République prenne en compte finalement cette mobilisation citoyenne inédite. Et puis qu'ils reconnaissent que les conditions du débat parlementaire, une motion de rejet adoptée par la majorité-minorité présidentielle elle-même pour empêcher le débat, etc. Parce que la gauche faisait de l'obstruction parlementaire. Pas vrai. Il n'y avait pas plus d'amendements sur ce texte que sur beaucoup d'autres. Et tous les amendements, je vous mets au défi de trouver un seul amendement déposé par mon groupe qui est un amendement d'obstruction. Par exemple, nous proposions par un amendement d'interdire la vente en France de produits importés de l'étranger qui utilisent l'acétamipride, par exemple. Ce qui permettait de protéger nos agriculteurs de la concurrence déloyale qu'ils dénoncent à juste titre, notamment dans le débat sur la production française est suffisante en la matière si on décide de ne pas importer de produits de... On doit changer de modèle. Et on doit changer de modèle pour notre santé, pour celle de nos agriculteurs, pour la survie de notre planète. Si vous permettez, sur cette pétition, quand même, moi j'y vois une signification politique majeure. On est abreuvé, saturé d'écolo-bashing toute la journée partout, dans les médias, à l'Assemblée nationale, dans la bouche des membres du gouvernement, etc. etc. Et là, je vois plutôt de l'agri-bashing. Et là, je vois un peuple de l'écologie qui se lève et qui dit notre santé compte, notre planète compte, notre avenir compte. Moi, je m'en réjouis. Ça veut dire quelque chose. Sur les agriculteurs. Non, personne ne tape sur les agriculteurs. Nous voulons justement sortir les agriculteurs de la dépendance à un certain modèle, qui est le modèle de l'agrochimie, de l'agro-business, qui est un modèle qui frappe les petits, qui ne valorise que les grosses exploitations. Pardon, mais la FNSEA n'est pas le porte-voix de l'ensemble des agriculteurs et des paysans dans ce pays. Au contraire, la FNSEA défend des intérêts que sont le lobby de l'agrochimie. Objectivement, ceux qui disent qu'on ne peut jamais changer de modèle. Or, il y a des pays comme la Croatie qui ont changé de modèle, notamment sur ces substances-là. Donc nous disons qu'il faut accompagner nos agriculteurs vers un autre modèle, sortir de la dépendance aux produits chimiques. On leur doit pour être viable, pour une agriculture viable et pour notre santé. Ça veut dire que les agriculteurs sont manipulés aujourd'hui par ces lobbies de l'agrochimie. Ils sont en colère et ils ont raison d'être en colère. Et donc je comprends que eux, ils défendent cette loi Duplon aujourd'hui parce qu'ils sont en colère et qu'il y a un malaise agricole qui est profond. Je ne le méprise pas, je ne le nie pas. Mais cette loi, elle n'y répond pas. Cette loi, elle ne répond pas à rien sur le pouvoir d'achat des agriculteurs. Cette loi, elle ne répond à rien sur le libre-échange qui les met justement en concurrence déloyale. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il faut nous protéger de ce qui vient de l'extérieur avec des normes qui ne sont pas les nôtres, sans qui normes. Sont concernés notamment par le traité du Mercosur. Et c'est pourquoi nous nous opposons au Mercosur, comme nous nous sommes opposés au CETA et au TAFTA, parce que nous voulons du juste échange, nous voulons des protections, des normes environnementales et sociales qui protègent notre agriculture. Aux agriculteurs français d'utiliser un pesticide qui est utilisé ailleurs en Europe. En l'occurrence, là, c'est pas interdire, c'est revenir sur une interdiction qui avait déjà été votée. C'est un recul contre nos propres agriculteurs. Non, parce que nous, justement, nous proposions dans le cadre de ce débat d'empêcher, de fermer nos frontières finalement à ces produits dangereux, toxiques, y compris quand ils sont importés. Effectivement, ça implique de mettre de la loyauté dans la concurrence à l'échelle internationale. C'est ce que nous proposons. Donc vous ne proposez pas une alternative finalement à ce pesticide concrètement à ces agriculteurs? Et nous proposons un investissement massif pour transformer notre modèle agricole, pour qu'il soit plus sain, pour qu'il soit plus respectueux de la nature, pour qu'il soit plus respectueux aussi de nos agriculteurs qui sont soumis à des cadences infernales, qui n'en peuvent plus, qui ne vivent plus de leur travail. C'est ça aujourd'hui qui devrait être l'effort sur lequel nous nous concentrerons tous. Concrètement, ce pesticide, pourquoi les betteraviers le demandent? Pourquoi ils veulent l'utiliser? Parce qu'ils veulent lutter contre le puceron vert, qui est vecteur de la jaunisse de la betterave. Ça veut dire que, cette maladie, elle peut, détruire l'ensemble d'une récolte de betteraves. Ça, il n'y aura pas de solution. Si, d'abord, il existe des alternatives, il existe aussi d'autres modèles de production. D'ailleurs, je vous citais. Concrètement ? Pardon, mais il y a aujourd'hui tout un pan de l'agriculture qui est passé en bio et qui survit et qui mérite d'être accompagné. Et moi, je vous pose la question à l'envers. Qu'est-ce qu'on fait face au cancer pédiatrique? Qu'est-ce qu'on fait quand on a des produits qui rentrent jusque dans le cerveau des nourrissons à travers le ventre de leur mère? Est-ce que ça, c'est pas un sujet aujourd'hui de sécurité sanitaire et de santé publique majeure? Est-ce qu'on va dire pour la production, le cancer, quand il arrive, il est là. Et y compris nos agriculteurs, ils sont aussi concernés par ces substances chimiques qu'ils respirent tous les jours. Mais il y a une possibilité peut-être de proposer une alternative moins néfaste pour l'environnement ou pour la santé, non ?
Oui, c'est ce que nous proposons à travers un changement de modèle agricole, à travers une facilitation à la transition écologique de notre agriculture, à travers un soutien aussi aux petites exploitations, à ceux qui galèrent, à ceux qui, mais n'ont pas le temps de parcourir les plateaux de télé pour reprendre les éléments de langage de l'agrochimie, c'est-à-dire à nos paysannes, à nos paysans qui sont une majorité dans ce pays, qui aujourd'hui veulent eux aussi, parce qu'ils ont des enfants, vivre sainement sur notre planète. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, s'est dite favorable à l'organisation d'un débat dans l'hémicycle à la rentrée, débat sans vote. Est-ce que vous en félicitez ? Madame Braun-Pivet, c'est Alain Delon, quoi. Parole, parole, parole. Elle nous dit en permanence, il faut reconnecter avec les citoyens, il faut ouvrir l'Assemblée nationale. Et là, elle nous dit, on va débattre, mais on peut pas revenir sur le texte qui a été voté. On peut pas changer la loi. C'est la loi. Donc c'est de l'affichage. Donc c'est de l'enfumage. Ouais. Vous demandez à changer cette loi-là ? Nous disons soit le président de la République ne la promulgue pas. Et donc on passe à autre chose et on débat effectivement des vrais sujets pour nos agriculteurs. On parle pas, on ne met pas de côté ce sujet. On parle de leur rémunération, on parle de la grande distribution, on parle du libre échange et de comment on l'encadre aujourd'hui, comment on les protège. Soit effectivement, on revient à travers une deuxième lecture sur ce texte et là, on appelle chaque parlementaire à prendre en compte ce qui est aujourd'hui, mais il faut voir ce qui se passe avec le succès de cette pétition, avec un élan dans le pays pour dire notre santé compte, notre avenir compte, nos enfants comptent, notre planète compte. Est-ce qu'il faut changer la loi pour que, comme en Italie, par exemple, une pétition qui rassemble autant de signataires puisse permettre d'organiser un référendum veto? C'est ce que vous souhaitez vous-même, Benjamin Lucas? Oui, pourquoi pas. Moi, je pense qu'il faut, dans le cadre de nos réflexions sur l'avenir institutionnel de notre pays, beaucoup plus de démocratie. On voit, il y a une appétence des citoyens. Regardez, ils ont envie de donner leur avis. Déjà, il faudrait qu'on respecte l'avis des citoyens. Je prends l'exemple de la réforme des retraites, je prends l'exemple de cette pétition. Quand il y a une mobilisation aussi massive, les responsables politiques en place maintenant, avant même toute réforme de la Constitution, devraient le prendre en compte et devraient considérer qu'il ne faut pas mépriser la parole populaire et la parole citoyenne. 1 million de signataires. On est loin quand même des 50 millions d'électeurs qui vous ont élu, vous, député. Mais ça va continuer à monter, évidemment. Et déjà, vous savez, dans les 50 millions de personnes qui nous ont élus, beaucoup nous ont élus pour rompre avec le macronisme. Et ils ont François Bayrou Premier ministre. Donc je crois qu'on a effectivement beaucoup de progrès à faire en matière de représentation démocratique. Sandrine Rousseau qui a récemment dit des agriculteurs qu'elle n'en avait rien à péter de leur rentabilité. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous pourriez dire la même chose vous-même? Moi, je ne dis pas cela. Moi, j'entends, j'ai pas la phrase exacte et la totalité du propos de Sandrine sous les yeux. Donc je vais pas alimenter ici avec elle une polémique. Ce que je dis, c'est que nous sommes, l'ensemble des députés du groupe écologiste et social, attachés aux conditions de vie, aux conditions de travail de nos agricultrices et nos agriculteurs. Ils nous nourrissent, ils sont essentiels. La France est une grande nation agricole, elle doit le rester, donc il faut un vrai soutien à nos agriculteurs. Ce n'est pas ce que fait la loi Duplon. La loi Duplon, elle est une loi de soutien au poison, à l'agrochimie. Elle n'est pas une loi de soutien au pouvoir d'achat et aux conditions de travail des agriculteurs. Ça veut dire que les agriculteurs pourraient nous empoisonner ? Non, pas volontairement. Ça veut dire qu'on leur fait utiliser des produits qui nous empoisonnent et qu'il y a aujourd'hui, oui, un lobby de l'agrochimie qui a, à travers la ministre de l'Agriculture, à travers les membres du gouvernement, des porte-voix très puissants. Benjamin Lucas, l'autre actualité politique, c'est le budget. Est-ce que vous voterez, quoi qu'il arrive, la censure à l'automne vous-même ? Oui, je souhaite faire tomber ce gouvernement parce qu'il est illégitime, parce que M. Bayrou, je l'ai dit, les Français ont voté à plusieurs reprises pour mettre les macronistes à la porte. Et ils se retrouvent avec le premier des macronistes à Matignon. Donc ça, c'est pas acceptable. Puis ensuite, sur le fond, surtout sur le fond, ce budget, quels que soient les aménagements qui seront faits, son orientation est la suivante. Il n'est pas négociable pour vous, ce budget. Tant que la philosophie reste la même. Leur philosophie, c'est réduire la dépense publique, donc réduire les services publics, réduire les protections des Français, réduire les solidarités, notamment en matière de santé, en matière de protection du quotidien pour les Français, et notamment les plus modestes, à un moment où la pauvreté augmente. Et ils le font pourquoi? Pour ne pas remettre en cause le bilan d'Emmanuel Macron, pour ne pas remettre en cause son héritage qui est constitué d'offrandes fiscales aux ultra-riches, de dizaines, de centaines de milliards d'euros versés sans contrepartie aux grandes entreprises. Ils ne veulent pas remettre en cause cette politique. Or, nous pensons qu'elle est au fondement des inégalités et des injustices. Et donc, tant que la philosophie reste la même, tant qu'ils ne voudront pas s'attaquer aux recettes, c'est-à-dire comment on fait contribuer les ultra-riches aujourd'hui de notre pays, eh bien, nous ne pourrons pas soutenir un budget de cette nature. Sur ce point, du coup, vous ne négocierez pas avec le gouvernement, avec Bercy? Moi, je ne souhaite pas que nous entamions une négociation tant qu'il n'y a pas de bouger sur la philosophie de ce budget. Est-ce qu'ils sont prêts, à introduire la taxe Zuckman? Est-ce qu'ils sont prêts à rétablir l'ISF? Est-ce qu'ils sont prêts à rétablir l'ISF? Est-ce qu'ils sont prêts à mettre en place la taxe Zuckman que nous proposons pour imposer les gros patrimoines? Est-ce qu'ils sont prêts à revenir sur les milliards et les milliards d'aides aux entreprises sur la taxe sans contrepartie? Zuckman, a priori, Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, a dit que c'était pas d'actualité. Eh bien, elle a tort, et donc voilà pourquoi je veux la censurer, parce que si on ne remet
remet pas en cause ce totem d'immunité qui est accordé aux ultra-riches dans notre pays, aux grandes entreprises, eh bien on ne s'en sortira pas. C'est ça le sujet, c'est ça le cœur du débat. Elle dit autre chose, Amélie de Montchalin. Elle dit à propos de l'année blanche que c'est un choix clair pour protéger les Français. Ce sont ces mots. Stabiliser ne veut pas dire baisser. Est-ce que vous partagez cela? Qu'est-ce que ça vous inspire vous-même, Benjamin Lucas? Elle se moque du monde. Avec leur année blanche, vous avez des milliers, des dizaines de milliers de ménages qui aujourd'hui ne payent pas d'impôts, qui vont se trouver à en payer. Vous avez des gens qui vont monter d'une tranche. En réalité, cette année blanche, le terme peut paraître exotique comme ça, elle vise à taxer, à faire payer les classes moyennes et les classes populaires de ce pays pour éviter, encore une fois, de faire payer les ultra-riches et les grandes entreprises. Le patron du MEDEF, Patrick Martin, dénonce lui un budget qui ne serait pas assez pro-business. Vous pensez le contraire vous-même? Il se trompe? Le MEDEF est aujourd'hui l'ennemi public numéro 1 de la cohésion sociale dans ce pays. C'est une organisation séparatiste. C'est très lourd de dire ça. Oui, monsieur Martin du MEDEF nous dit tout le monde doit faire les efforts sauf les grands patrons. C'est dangereux même de dire ça. 211 milliards de dettes publiques aux entreprises sans conditionnement, sans contrepartie, le gouvernement est sans prêt contrôle. à baisser ses subventions aux entreprises contre plus de simplification. Ça va dans le bon sens, non? On va voir, mais je constate que le Premier ministre il a été très précis sur les annonces en matière de casse sociale, sur les annonces en matière de réduction de la dépense de protection des Français, et qu'il a été très flou en matière de mise à contribution des ultra-riches et de recalibrage des aides publiques aux grandes entreprises. Donc je l'affirme, je l'assume, pas un propos dangereux, le MEDEF est aujourd'hui une organisation séparatiste parce qu'une société ne tient pas debout quand les ultra-riches échappent à l'effort. Quand aujourd'hui, quand vous êtes parmi les plus riches de ce pays, vous payez en proportion de vos revenus moins d'impôts que les classes moyennes et les classes populaires. Ça, c'est du séparatisme. Ça rejoint la discussion que vous aviez tout à l'heure sur la pétition de gens qui veulent pas un Carrefour City chez eux. Vous avez aujourd'hui dans notre pays une caste d'ultra-riches qui veut continuer à vivre dans son coin, à l'écart du reste de la société et ne pas contribuer à l'effort de fraternité et de solidarité qui aujourd'hui nous permettra de tenir debout. Comme disait Éric Coquerel d'ailleurs à ce micro la semaine dernière sur Sud Radio, le vrai séparatisme en France, c'est le séparatisme des riches, n'est pas le séparatisme, on va dire, de l'islamisme. Aujourd'hui, il y a effectivement un séparatisme des ultra-riches qui veulent des écoles à part, veulent une santé à part, ne veulent pas payer leur juste part d'impôts, ne veulent plus contribuer à la solidarité nationale. Et les propos du président du MEDEF en témoignent quand il refuse la taxe Zuckman sur les gros patrimoines, quand il refuse aujourd'hui des budgets qui remettraient en cause les offrandes fiscales, le laxisme fiscal à l'égard des grandes entreprises et des ultra-riches. Entendons-nous bien, le patron du MEDEF, là, il défend pas les artisans, les PME et les TPE, parce que eux aujourd'hui auraient besoin d'un soutien beaucoup plus massif, eux auraient besoin d'investissements beaucoup plus massifs de la puissance publique. Or, l'argent public, il est capté par des grands groupes qui distribuent des dividendes à leurs actionnaires et en parallèle licencient, comme c'est le cas chez ArcelorMittal par exemple. Oui ou non, Benjamin Lucas, la suppression des 35 heures demandées à titre personnel par la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, c'est oui ou c'est non pour vous? Non mais ça suffit, le retour au 19e siècle, ça suffit de vouloir revenir sur des conquêtes sociales arrachées de haute lutte par les Françaises et les Français. On est plus productif qu'avant. Moi je suis pour des salariés qui sont au-delà des 35 heures. Moi je suis même pour les 32 heures, je vais vous dire. Je suis pour le partage, je suis pour les 32 heures. Je suis pour le partage du temps de travail pour qu'on travaille moins, qu'on travaille mieux, qu'on travaille tous, pour qu'on défende aussi une société du temps libre, du temps libéré, du temps pour soi, du temps pour s'engager. Il faut produire plus, c'est ce que dit François Bayrou. Mais il a tort, François Bayrou. D'abord, pardon, mais c'est pas parce qu'on va travailler plus longtemps dans le temps qu'on va produire plus. Si aujourd'hui la production elle baisse ou elle augmente, c'est en fonction des carnets de commandes, c'est en fonction de l'activité économique, c'est pas en fonction du nombre d'heures pendant lesquelles on fait travailler les gens. D'ailleurs, regardez, ces dernières décennies, le taux de productivité d'un salarié, il a explosé. Et ça profite à qui? On dit que ça profite aux salariés et on réduit le temps de travail, ce qui est mon option, ou est-ce qu'on dit que ça profite aux actionnaires qui n'ont jamais mis autant d'actions dans leur poche, autant de dividendes dans leur poche que sous Emmanuel Macron? Et la possibilité de renoncer à une 5e semaine de congé payé pour gagner plus, ça aussi c'est non? Pareil, c'est quoi l'étape d'après? On rétablit le travail des enfants, on supprime carrément les congés payés. Qu'est-ce que c'est que cette vision de la société? C'est un droit supplémentaire qu'on donne aux salariés pour améliorer leur pouvoir d'achat? Non, mais c'est pas un droit quand c'est ça où vous crevez de faim, pardon. Mais ces gens se sont présentés à nous en 2017 comme des progressistes et aujourd'hui ils nous proposent recul sur recul. Moi je vous le dis, voilà pourquoi je veux censurer, voilà pourquoi je veux construire avec mes camarades du Nouveau Front Populaire une alternative. Le débat public ne peut pas être porté uniquement sur quel recul, à quelle vitesse et sur quel secteur. Nous avons un pays qui est riche, nous avons effectivement des déficits et une dette qu'il faut résorber et qu'il faut résorber en faisant contribuer les ultra-riches, mais nous avons aujourd'hui des besoins d'investissement pour la transition écologique, pour éradiquer la pauvreté. La pauvreté n'a jamais été aussi forte ces dernières années qu'aujourd'hui. Nous avons des familles entières qui ne vivent plus dignement. Nous avons encore cet été des milliers de familles qui ne pourront pas partir en vacances du fait du coût de la vie. C'est ça aujourd'hui qui sont les grands défis auxquels nous sommes confrontés et c'est ça que le gouvernement ne veut pas traiter. Benjamin Lucas, suppression de certaines niches fiscales. Il y en a 474 en France aujourd'hui. Ça va coûter 85 milliards d'euros à la France. Est-ce qu'il faut en supprimer certaines ?
Oui, et je vous ai dit, des mesures d'économie, il y en a beaucoup à faire. Je pense par exemple qu'il faut, sur les aides aux grandes entreprises, revenir sur un certain nombre d'exonérations aujourd'hui, de cotisations, d'exonérations fiscales qui font des cadeaux aux plus gros et qui pénalisent les plus petits. Benjamin Lucas, député des Yvelines, je le rappelle, porte-parole du groupe écologiste et social. Suite de la polémique autour de la nomination à la Cour des comptes de l'ancienne ministre de François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem, certains dénoncent la République des copains. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de son genre, de son origine et de son engagement politique qu'elle est attaquée? C'est ce que soutient le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Je ne le pense pas, j'en suis convaincu. Quand M. Laurent Saint-Martin, qui, entre une défaite aux législatives et son retour au gouvernement, a été nommé à la tête de Business France, je n'ai pas lu une ligne dans la presse. Najat Vallaud-Belkacem est une femme d'État qui décide de consacrer son parcours professionnel à la Cour des comptes, à l'intérêt général et au service public, au terme d'une procédure régulière, dans laquelle il n'y a aucune intervention du Premier ministre, par exemple. J'ai lu des choses qui disent qu'il y aurait eu je ne sais quel troc entre la non-censure des socialistes et cela. Enfin, c'est une histoire pour les enfants. Donc oui, effectivement, c'est parce que c'est une femme, qu'elle s'appelle Najat, que Mme Vallaud-Belkacem est aujourd'hui la cible d'un certain nombre d'attaques qui sont répugnantes. C'est xénophobe, c'est raciste, c'est misogyne de s'interroger sur le bien fondé d'une telle nomination. Je vous dis, je constate que pas une ligne pour M. Saint-Martin quand il a pris la tête de Business France, qui est quand même autre chose. Là, je vous pose la question sur pas une ligne, pardon, ou très peu sur M. Castaner, parce que moi je préfère des gens qui vont se consacrer au service public et à l'intérêt général, voyez-vous, que des gens qui vont faire du fric dans le privé comme M. Castaner, qui est aujourd'hui le lobbyiste de Shine, qui est une marque qui met à genoux notre industrie du prêt-à-porter et tout un secteur économique de notre pays, et qui le fait au service d'intérêts privés et étrangers. Najat Vallaud-Belkacem est par ailleurs conseillère régionale de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en l'occurrence présidente de l'association France Terre d'Asile. Est-ce qu'elle devrait, selon vous, quitter ces deux postes avant d'entrer à la Cour des comptes? Je ne vois pas en quoi la présidence d'une grande ONG d'intérêt public, d'intérêt général et un mandat d'élu local serait incompatible avec ses fonctions. D'ailleurs, la question ne s'est jamais posée pour d'autres qui pouvaient exercer ces fonctions-là. Et donc, je le dis, je trouve ce débat assez médiocre. Et quand je lis des mises en cause sur la probité ou l'honnêteté des uns ou des autres, ça me choque. Voilà. Donc, moi, je lui apporte mon soutien et le témoignage de mon amitié. Benjamin Lucas, député des Yvelines, porte-parole du groupe écologiste et social, coordinateur national du parti Génération. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très belle journée à vous.